Mauvais Studio. Je suis Michel Tuttle. Je suis Franck Magic. Et vous écoutez Mauvais Travail. Frank Magic. Michel Tuttle. Mauvais Travail. Frank Magic. Et moi. Michel Tuttle. Oh la vache, ça éclabousse. Encore un peu d'abandon. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Bordel, ils nous volent notre travail. Michel Tuttle. Et moi. Mauvais Travail. Frank Magic. Ce soir, Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 19. Mais je déconne, il n'y aura pas d'épisode 19. Moi je suis déjà en vacances mon pote. Ah non! Quoi? Avant qu'on se prenne un mauvais congé d'été, il va bien y avoir un 19e épisode. Et si tu veux pas revenir, c'est moi qui viens te chercher. Ah bah ça va, laisse-moi quelques minutes, je prends un bateau, je prends un train et puis je reviens. Comme ça en attendant tu balances le sommaire. Merci. Ok, c'est parti. Ah bah le bateau. Pour ce dernier épisode, Michel a enquêté sur le projet fou de Franz Reichelt qui, en 1912, tenta un vol plané depuis le premier étage de la Tour Eiffel. Réussit-il ou ne réussit-il pas? Vous le saurez en écoutant le mauvais dossier qui lui est consacré. T'en es où, Michel? Ouais Francky, je suis dans le bateau, j'arrive. Ok. On passera ensuite au jeu, un Maripopo Bispo que Michel nous a concocté et dans lequel je vais affronter Bertrand Porter et Ben Violence que nous recevrons ici dans le Mauvais Studio. Nous profiterons ensuite de la présence de Monsieur Violence pour une petite interview à propos de son podcast que nous apprécions beaucoup et j'espère que nous donnerons envie à nos petits mauvais d'aller l'écouter. Ça s'appelle Graines de Violence. Michel, ça donne quoi? Je vais choper le taxi maintenant. Ok, le taxi. Bon, dépêche-toi, hein. Pour terminer, comme d'habitude, je vous raconterai un rêve qui a marqué ma mémoire. Avant tout cela, nous allons découvrir une nouvelle artiste du Mauvais Studio. Elle s'appelle Yule. Et puis comme d'hab, là maintenant, tout de suite, on va attaquer les mauvais travailleurs du mois. Alors Michel, j'imagine que tu vas pas pouvoir commencer. Ah c'est bon, il y a un taxi. C'est bon, Francky, il y a un taxi. Bonjour, vous pouvez m'emmener en gare de Rennes s'il vous plaît? Ok. Ok, c'est parti. Ceinture. Hop. C'est bon Francky, je suis dans le taxi. J'arrive bientôt. Hein. Ok, bon bah écoute, j'y vais. Bon, d'habitude c'est Michel qui commence, mais comme il n'est pas encore arrivé, je vais vous parler de ma mauvaise travailleuse. Il s'agit d'Erika Labrie, fondatrice de OS International, une organisation de personnes objectophiles. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des gens qui éprouvent une attirance pour certains objets, au point de vivre avec eux des histoires d'amour. Erika raconte qu'elle fut amoureuse d'un archer, mais leur histoire a été compromise par un troisième protagoniste, à savoir l'arc de monsieur, pour lequel madame avait plus d'affection. Erika est une ancienne militaire. Elle a quitté sa vocation suite à des violences sexuelles qu'elle a subies. Ce drame a peut-être bien suscité son désintérêt de l'amour entre humains. Excusez-moi, je m'interromps. Michel, t'en es où là maintenant? Ouais bah là je suis dans le train. J'arrive bientôt dans les Mauvais Studios. Ouais, je peux pas faire trop de bruit, tu vois. Ok, très bien. Rendez-vous dans le Mauvais Studio. À tout de suite. Je reprends. Erika est passionnée par les objets courbés, galbés, en tension, sabres japonais, avions de chasse. En 2004, elle visite Paris et elle fait la rencontre de sa vie, la Tour Eiffel. Elle racontera plus tard, dans une interview pour Téléstar, « Depuis mon enfance, je suis attirée par certaines structures. Les ponts et les tours me fascinent. Gustave Eiffel est un génie qui a réussi à rassembler mes deux passions en un monument puissant. » Elle décide plus tard d'officialiser son amour et le 8 novembre 2007, elle organise une cérémonie de mariage avec des proches au 2e étage de la Tour Eiffel. Un ami a lu mes vœux en français, puis j'ai récité un poème à la Tour Eiffel. C'était très émouvant de lui offrir mon cœur. Nous avons une connexion spéciale. Cela dit, ce mariage n'a aucune valeur auprès de la loi. Il n'y a pas eu de cérémonie et aucun papier officiel n'a été signé. Voici le poème en question. Tu es de métal et moi de chair. Tu rouilles, je saigne. Tu es froide, je suis chaude. Tu brilles, je chante. Erika dépense des centaines de dollars en démarches administratives pour changer de nom, et maintenant, sur son passeport et son permis de conduire, figure le nom d'Erika Eiffel. Selon elle, son amour est réciproque. Cela peut sembler fou parce que c'est différent, mais ma relation avec elle est bien réelle. Championne de tir à l'arc, Erika est aujourd'hui conductrice de grue.
J'ai donc la chance de construire des structures incroyables. Oh Francky, putain je suis arrivé. Ah, Michel, t'arrives pile poil au bon moment, ça va être à toi. Ah super, putain j'ai jamais voyagé aussi vite, faudrait qu'on reparle de ton téléporteur là, parce que je suis rincé vu le voyage. Et ça va, t'as l'air tout perdu. Ouais, je suis un peu désorienté, c'est bizarre, ça me rappelle la fois où je m'étais perdu à la kermesse de Vaux-sur-Fenbolette, tu te souviens? Deuxième annonce de service. Le petit Michel Tuttle est attendu par son papa au pied de la sonorisation. Il paraît qu'il fait un mauvais travail. Le petit Michel Tuttle est attendu au pied du podium à la sonorisation. Attention Michel, un mauvais travail, c'est compliqué après. Dur souvenir pour mon petit Michel. Allez, j'envoie mes mauvais travailleurs du mois. Si un jour nous devions éditer un mauvais guide Michelin, ce restaurant y aurait facilement sa place. Et pour cause, le concept de la chaîne australienne Karen's Dinner tient au fait que le comportement des serveurs est très déplacé à l'égard des clients. Oui, je sais, c'est curieux, mais apparemment ça fonctionne très bien, comme l'atteste la popularité des restaurants sur le réseau social TikTok chinois à base de vidéos très courtes. Le slogan non mensonger de la chaîne est très clair. Nourriture délicieuse, serveur exécrable. Oui, Francky. Alors comment ça se passe ? Au moment de franchir le pas de la porte d'entrée des restaurants, tu pourras voir ce très sympathique panneau. Prenez place et fermez-la. Après t'avoir bien crié dessus au moment de l'accueil avec tes amis, les serveurs te jetteront les plats sur la table et te feront des gestes obscènes si te vient l'envie de poser des questions. Alors Francky, on valide ça pour le mauvais guide, même si c'est un peu comme un nanar qui veut être un nanar, c'est un peu bidon finalement. Ouais mais bon, tant que la bouffe est bonne, on valide. Allez maintenant, passons à la séquence musicale. Tout à fait, et pour le dernier morceau de la saison 2, voici une artiste Mauvais Studio, il s'agit de Yule avec son dernier single, Patrick Duffy, extrait de son album pas encore sorti, intitulé L'album arrive, on est là. Maman je t'aime, maman j'aime, t'aime. Sans prévenir, sans crier gare. Tu m'as dit comment ça va. Mais je crois que tu t'égares. T'es comme une supernova. J'aime vraiment pas ton costard. Je ne suis pas vraiment canevas. Désolé, je me suis couché tard. J'aime un peu trop le calvaire. Arrête de dire je suis bizarre. Et j'ai rêvé de Shiva. Et toi tu me redis bonsoir. Je ne suis pas trop chivasse. J'aime les trucs à base de poire. Tu as dit comment ça va. C'est toi t'es un peu bizarre. J'ai pas d'autre rime en va. Code rime tu me déçois. Pantalon cosmique. Chemise électrique. Buffy Patrick. Buffy édrasique. Électromagnétique. Cosmique. J'aime pas le plastique, j'aime les élastiques. Ecclésiastique, ecclésiasthétique, mais pas d'éthique. Il est pathétique, les politiques, l'épaule est cuite. Duffy Patrick, Buffy édrasique, électromagnétique, cosmique. 1, 2, 3, 4, je mange un truc. 1, 2, 5, 6, je mange un tuc. J'ai cité une marque, je dois en dire d'autres. Apérirub, Curly Chipster, mini pizza de velin. Quand t'en manges tu peux plus t'arrêter. C'est vraiment pas très malin. C'est pas bon pour la santé. Sur Yuka disent que c'est malsain. Mini pizza de velin. Quand t'en manges tu peux plus t'arrêter. C'est vraiment pas très malin. Ingrédients farine de blé, huile de palme et de colza. Et mental râpé séché, lécithine de soja. Ingrédients farine de blé, huile de palme et de colza. Et mental râpé séché, lécithine de soja. Buffy Patrick, Buffy édrasique, électromagnétique, cosmique. J'aime pas le plastique, j'aime les élastiques. Ecclésiastique, ecclésiasthétique, mais pas d'éthique. Il est pathétique, les politiques, l'épaule est cuite.
cosmique. Yule à l'instant avec Patrick Buffy dans Mauvais Travail. Michel, c'est le moment d'attaquer le mauvais dossier du mois. On envoie le jingle. Jingle. L'histoire particulière de Franz Reichelt. Alors, lors de la toute première émission, nous vous avions parlé d'un homme qui s'était tué à bord de sa fusée artisanale en voulant vérifier que la Terre est plate. Eh bien, pour ce mauvais dossier, on a décidé de vous parler d'un autre inventeur inconséquent et d'une vidéo qui m'a un peu traumatisé il y a quelques années. Et de temps en temps, je sais pas pourquoi, j'y retourne et l'effet de malaise est toujours le même. En fait, je me mets dans la peau du protagoniste et c'est très inconfortable, même si celui-ci s'est mis dans cette situation de manière très volontaire. Ouais, par contre, Michel, je te rappelle que notre podcast est classé dans la catégorie humour. Ouais, je sais, mais on avait un peu dit qu'on avait carte blanche et je suis retombé là-dessus, donc juste avant. Et puis, je suis un peu comme attiré, en même temps repoussé par cette histoire et par ce qui pouvait se passer dans la tête du personnage. Et au passage, étant très sujet au vertige dès que je suis sur un escabeau, cette histoire me fait encore plus peur. Mais vous comprendrez pourquoi. C'est pour cela que même si cette vidéo est assez connue, j'avais envie de creuser un peu pour en savoir plus. Si vous êtes très sensible à des sujets tels que la mort, le suicide ou autres thèmes, on ne peut plus glauque, vous pouvez zapper directement à 26 minutes 39. Parce que, évidemment, c'est pas un sujet très drôle, ne m'en voulez pas. Alors pour commencer, Francky va vous décrire la vidéo de façon très brute pour ceux qui ne l'auraient pas vue et ensuite on vous donnera des explications. Tout à fait, parce qu'avant de connaître l'histoire, comme c'était pas le cas avant que Michel m'en parle, j'avais d'ailleurs jamais vu la vidéo, on peut tomber facilement sur ce petit film sur internet sans contexte ou avec, dans des documentaires sans forcément avoir tous les tenants et les aboutissants de l'histoire. Je commence. Première image, on voit que le film est très daté, genre années 1900. Un homme curieusement habillé avec des vêtements amples, plus épais que des habits ordinaires. Il arbore une grosse moustache et un béret qu'il enlève pour saluer en souriant face à la caméra après avoir fait un tour sur lui-même. En guise de transition, un panneau qui dit « Comme s'il eût pressenti l'horrible sort qui l'attendait, le malheureux inventeur hésite longuement avant de se lancer dans le vide. » On voit ensuite l'homme, debout sur une chaise, elle-même posée sur une table. De par l'environnement autour de lui, il semble qu'il soit dans un bâtiment assez haut dont la structure semble être en fer. L'homme semble avoir déployé son manteau qui ressemble à un genre de parachute. À ses côtés, deux hommes assistent à la scène. L'homme agite ses bras dans son manteau qui ressemble un peu à une couette de lit. On devine évidemment qu'il va sauter dans le vide et tenter de voler avec son accoutrement, ce qui semble complètement improbable. Il pose un pied sur une rampe de l'édifice et fixe le vide. Il fait un geste en avant, se rétracte. Il fait ça pendant 40 longues secondes et il saute. Via une autre caméra au sol, on assiste à sa chute, très lourde, du premier étage de la Tour Eiffel. Le plan d'après, on voit une foule portant l'homme et une autre personne mesurant le cratère produit par l'inventeur. Clap de fin. Mais alors, pourquoi avoir fait cela, me direz-vous ? Eh bien déjà, on va vous présenter le personnage. Franz Reichelt, qui a francisé son nom en François, était originaire de Bohême autrichienne, ce qui correspond à l'actuelle République tchèque. Il était tailleur dans le quartier de l'Opéra, rue Gaillon, dans le 2e arrondissement de Paris, et gagnait bien sa vie avec son métier. Il vivait dans la capitale depuis 1900 et est devenu français en 1911. En plus de son métier, Franz a une passion, l'aviation qui, dans les années 1900, est en ébullition. Effectivement, à la fin des années 1800, les premiers vols ont lieu avec en tête le français Clément Ader à bord de son avion inspiré de la chauve-souris. Le truc fonctionne à base de moteurs bicylindres à vapeur d'alcool. Le premier vol a lieu en 1890 avec Léol, c'est le nom de son premier avion. La démo n'a pas été forcément probante à base de seulement faire des bonds, mais c'est le début de l'aventure aérienne. Vient ensuite le planeur des frères Wright, le Flyer, un avion à moteur 4 cylindres de leur invention. Le test se fera dans les dunes de Kitty Hawk en Caroline du Sud en 1903. Ils feront 4 vols, dont un remarquable sur 284 mètres pendant 59 secondes. Petite ellipse parce que le sujet n'est pas l'histoire de l'aviation, et nous arrivons à octobre 1908 au camp de Mourmelon où Henri Farman réalise un vol de 17 minutes. Vient ensuite Louis Blériot qui vole 47 km en 1 heure. Vous l'avez compris, dans le ciel ça devient sérieux et les inventeurs sont au taquet. Malheureusement, si les performances des avions s'améliorent, eh bien le nombre d'accidents augmente.
L'enjeu de cette époque est donc de sécuriser les avions en les équipant de parachutes qui existent déjà mais ne sont pas faits pour fonctionner en mode automatique et ne sont pas assez résistants face à la force du vent rencontrée lors d'un saut en avion. Franz, en tant que fan d'aviation, est sensible à cette problématique et puis il pourrait se faire un nom, passer à la postérité et gagner de l'argent en inventant le parachute du turfu. C'est donc là qu'intervient le vêtement bizarre de Franz que l'on voit sur la vidéo. Un système de petites tringles et de courroies permet de déployer une toile de quelques mètres carrés de soie et de tissu imperméable. Quand il est dans sa boutique et que les clients essayent ses vêtements, il vante son parachute révolutionnaire qui sauvera la vie des aviateurs et motivera tout le monde à pratiquer cette activité risquée. Son invention, il la teste en 1911 dans la cour du 8 rue Gaillon, en lançant des mannequins à quelques mètres, sans succès. Puis, la même année, selon West Éclair, il tente lui-même l'expérience à Joinville, sautant d'une hauteur d'une dizaine de mètres sans plus de réussite, mais heureusement, la chute est amortie par une épaisse couche de paille. Comme il le dit, « Le vêtement n'a pas eu le temps de prendre le contact de l'air. Mais si j'avais 50 ou 100 mètres au lieu de 25, le résultat serait merveilleux. Et je le prouverai un jour. » Franz est extrêmement motivé. Tellement motivé qu'il harcèle qui de droit afin d'obtenir l'autorisation pour tester le parachute du premier étage de la Tour Eiffel. Pourquoi pas, se disent les observateurs, puisqu'évidemment, ceux-ci pensent qu'il testera son dispositif, comme dans la cour de son immeuble, en utilisant un mannequin. Bah ouais, qui prendrait le risque de tester un truc si hasardeux et risqué alors qu'avant ça n'a jamais marché? Bah tu sais, Franz était très déterminé et certain que son invention allait fonctionner. Et pour la préfecture, c'était très clair, l'expérience se ferait avec des mannequins comme à chaque fois qu'un inventeur teste un parachute, ce qui était apparemment courant à ce moment-là. De plus, la zone serait interdite au public aux endroits où les mannequins devraient atterrir. Ce n'était pas connaître l'inventeur qui voulait frapper un grand coup en dévoilant son invention géniale à un public présent pour l'occasion. Nous sommes le 4 février 1912, le matin, il fait à peu près 0 degré. L'homme arrive sur les lieux, sans mannequin et arborant fièrement son parachute, enfin sa combinaison noire et assez volumineuse. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo, il se montre, il tourne sur lui-même et salue la caméra. Des journalistes sportifs et des professionnels de l'aviation sont présents pour l'occasion. Selon un article du 5 février 1912 du Gaulois, un journal quotidien littéraire et politique français fondé le 5 juillet 1868, la poitrine du dispositif ressemble au plastron d'un escrimeur et sur les épaules, les ailes repliées de l'appareil semblent de lourdes épaulettes. Apparemment, l'équipement est assez élégant et ne gêne pas les mouvements de son inventeur selon ce même article. Franz est de bonne humeur, il est serein. Les gens, eux, s'étonnent de ne pas voir le fameux mannequin et c'est donc sur le tard que tous apprennent que l'homme va faire le saut lui-même sans trop d'étonnement. À ce moment-là, les spectateurs sont encore plus intéressés par l'expérience et sont eux-mêmes assez confiants. Quelques minutes plus tard, vers 8h15, journalistes et curieux peuvent observer sur la première plateforme de la Tour Eiffel, Franz accompagné de 2 amis l'aidant à déployer son appareil. Déjà, juste ça paraît très très long selon le journaliste de l'article du Gaulois. La suite, on vous l'a expliqué dans la description de la traumatisante vidéo. Il est 8h22, l'homme hésite 40 très longues secondes, s'élance finalement, fait une chute qui commence assez lentement et s'accélère très rapidement pour se terminer au sol. Des cris d'horreur se font entendre. Des personnes se précipitent, le dégagent de sa toile et essaient de le ranimer, sans succès. C'est vraiment fou, j'ai jamais compris pourquoi il était allé aussi loin dans son délire alors qu'il pouvait juste jeter un mannequin comme il avait dit. Francky, elle marche vraiment la machine à téléporter des trucs là que t'as inventé? Ouais, mais jusque-là j'ai que téléporté des trucs quoi, enfin pas des humains je veux dire. Bon ok, Franz lui il a eu le courage de sauter alors je vais avoir le courage de tester ta machine pour aller voir ce que l'on voit de cette fameuse plateforme. Oh tu me fais plaisir, ok bah vas-y installe-toi. Ok attends. Je m'assieds là Ouais, mets-toi bien et attache ta ceinture. Okay. T'es prêt? Ouais. J'appuie sur le bouton bleu. Oh ouais, tu m'as téléporté au sommet de la Tour Eiffel. Francky, redescends-moi tout de suite s'il te plaît. Ok. Ah, mais il y a un démo de PNL. Salut PNL, c'est Michel Tuttle. Bordel, Francky, tu m'as téléporté avant la billetterie, je vais devoir payer, ils prennent pas les tickets mauvais ici, c'est écrit juste là. Ah merde, désolé. Attends, mais c'est Martine là-bas? Martine. Putain, c'est Martine Cornflakes. C'est celle qui avait fait le jeu là, des bruits d'animaux dans l'épisode 11. Martine Cornflakes. Martine! Salut, tu fais quoi là?
Oh Michel, salut, ça va? Ouais. Bah, écoute, je me baladais, j'écoutais votre émission et vu que j'étais pas loin, bah, je me suis pointée. Ok, enfin, comment t'as pu pour nous écouter? On n'est pas en direct, on n'a même pas balancé l'émission. Enfin bon, bref, ok. Ouais. Bon, bah on va y aller, on va à la caisse. Ok. Du coup, est-ce que tu sais s'ils prennent les tickets mauvais ici? Ils prennent pas. Non, c'est écrit juste ici. Là. Ah oui. Ouais. Bon, allez, c'est parti. 2 billets du coup, pardon. Michel, accompagné de Martine Cornflex, va monter au premier étage de la Tour Eiffel. Merci, au revoir. Il pourra donc se trouver sur le lieu du saut de France, le lieu où il vécut ses derniers instants, en fait, avant de faire le grand saut. C'est Guy Pierrot déjà. On est donc à l'intérieur de la Tour Eiffel, au premier étage, et a priori nous sommes à l'endroit... Alors là, il y a de la flotte qui nous tombe dessus alors qu'il fait très beau, c'est très curieux. C'est du pipi de pigeon. Ah, du pipi-pigeon. Voilà, la première aléa du direct, mon petit Francky. Donc on est à l'intérieur de la Tour Eiffel, au premier étage, et a priori nous sommes à l'endroit où a sauté Franz, et nous sommes donc à l'intérieur d'Au Trocadéro, et en face de nous, même si on ne peut pas le voir puisque l'autre côté de la Tour Eiffel nous fait face, il y a le Champ de Mars. Et donc là, bah, on peut voir ce qu'a vu Franz. Et à mes yeux, là, les gens, c'est vraiment des fourmis. Alors, depuis quelques années, je crois que c'est depuis 2014, histoire que les gens délaissent un peu moins le premier étage, parce que bah, les gens préfèrent aller directement à l'étage, hein, comme PNL, enfin au sommet comme PNL. Eh bien, ils ont fait des petits sols en verre. Voilà, donc c'est assez charmant. Je te propose d'aller faire un tour dessus, Martine, si t'es assez courageuse, parce que moi, je te le dis, je le ferai pas. T'es d'accord? Oui, j'y vais. Ok, t'as pas l'air très stressé, c'est impressionnant. Vas-y, moi je me tiens loin et je te tends le micro et tu me décris ce que tu vois. Alors, donc je suis sur ce petit plafond de verre. Alors effectivement, on voit le sol, on voit les pieds de la Tour Eiffel, on voit les gens qui ressemblent à des grosses fourmis. Il y a également un espèce de lac artificiel avec une petite promenade arborée, si on peut dire. Et concernant le plafond de verre en lui-même, alors il faut savoir qu'il y a un petit film dessus avec des tout petits carrés, ce qui fait qu'on ne voit pas le sol en direct et cela masque un peu la visibilité de façon à ce que je pense que les gens aient moins le vertige. Voilà. Mais je mettrai quand même pas les pieds dessus. Donc petit détail sur la vidéo du saut de France quand il a bien sauté. Derrière on voit le palais du Trocadéro qui avait été construit à l'occasion de l'Expo universelle de 1878. Donc un peu comme la Tour Eiffel qui avait été construite pour l'Expo universelle de 1889. Et à la base, ce palais du Trocadéro devait être détruit juste après l'Expo universelle. Mais on l'a gardé pendant 60 ans. Donc le paysage a quelque peu changé par rapport à la vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube. Michel ouais, Francky. Michel, il faut que tu rentres dans le mauvais studio. On a une émission à finir là. En plus, c'est la dernière de la saison. Bah ouais, mais j'avais envie d'aller à la Tour Eiffel donc... Moi, je te ramène. Bon, ok, allez, téléporte-moi dans les mauvais studios. Je me mets où là? À gauche, à droite, là-bas là... Oui, à droite du moustachu là. Parfait. Ah et voilà. Enfin, moi je me demande encore plus pourquoi il a fait ça. Enfin, pourquoi on a compris, mais pourquoi quoi? Attends, j'entends un truc. Michel, Attends, je crois qu'on a oublié Martine. un décompte, c'est pas drôle. Reviens. Oh purée, merde. Michel. Désolé Martine si tu nous écoutes. Michel. Vas-y Francky, on continue. Ouais, ciao Martine. Salut. Bon, eh bien, dans l'article qu'on citait un peu plus tôt, le journaliste du Gaulois lui aussi s'interroge. À quel état d'esprit? À quel sentiment a pu obéir le malheureux tailleur lorsqu'il se résolut à sa téméraire tentative? Nous ne l'aurions jamais su si le hasard ne nous avait pas mis hier soir en présence d'un ami de Monsieur Redscheld, confident de ses projets. Voyez-vous, aussi bizarre que la chose puisse paraître, mon malheureux ami est mort victime de la loi qui ne protège les inventeurs que d'une façon dérisoire. Sans grandes ressources, malgré le bon état de ses affaires commerciales, il ne pouvait songer à faire breveter son invention pour toutes les parties du monde. Il s'était imposé de lourds sacrifices pour s'assurer la propriété de son vêtement parachute, au moins en France et dans quelques pays voisins. Mais il lui fallait exploiter son invention dans le plus court délai. Un brevet ne dure que 15 années, et plus on approche de la date où il tombe dans le domaine public, plus des commanditaires se trouvent difficilement. Le succès retentissant de sa descente de la Tour Eiffel lui assurait une commandite, et c'est pourquoi il s'est trop hâté de tenter l'audacieuse expérience. Dans un livre de David Dariula, un tailleur pour dames au temps des aéroplanes, on trouve une lettre testamentaire de Franz, faite la veille de son saut. Je précise que nous avons dû reformuler cette partie pour une meilleure compréhension car le français de Franz était quelque peu approximatif.
Fait à Paris le 3 février 1912. Je sous-signais faire don de tout ce que je possède à Madame Louise Schillmann, employée depuis de longues années pour le dévouement et les services rendus. Et je l'autorise à toucher toutes les factures et garder le montant en plus. Je voudrais que dans le cas où mon invention porterait ses fruits, que l'on verse à cette personne une rente annuelle de 1500 francs dans le cas où mon invention rapporterait moins de 3000 francs. Madame Louise Schillmann doit partager tout cela avec mes parents en 2 parts égales. Mais je vous prie de faire savoir à mes parents que je ne voudrais jamais que ma sœur Katharina ne touche quelque chose. Je vous prie donc, Madame Schillmann, de bien exécuter ma dernière volonté et excusez-moi de la douleur que je pourrais vous causer. Envoyez mes vêtements à mon père ainsi que mes bijoux, ma bague et ma montre. En vous embrassant bien sincèrement, Richeld Huerugaillon. Dans un article de 2009, un journaliste conclut un article qui, sur certains points, est un peu contradictoire avec les versions trouvées ça et là en disant « François Richeld n'aurait pas été victime d'une folie narcissique, mais du marché. Le saut mortel du tailleur serait un authentique échec et cette nouvelle m'apaise. » Alors personnellement, je suis assez d'accord avec le fait que ce soit le marché qui l'a éventuellement tué, mais moi ça m'a pas apaisé du tout en fait. Je sais pas si en regardant la vidéo, toi ça te... Ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Francky, je crois que c'est l'heure du jeu. Ouais. Et aujourd'hui, on va avoir 2 concurrents. Et ce sera après le jingle. Jingle. Michel, t'es où? Michel? Non mais je te vois plus là. Non mais déconne pas. Non. Michel? Salut, c'est Michel Monteur. Alors juste pour vous prévenir que pendant le jeu il y a eu un petit souci, Michel animateur a fait du mauvais travail avec son micro, on a essayé de rattraper le truc comme on pouvait. Je vous souhaite une bonne écoute un petit peu altérée. C'est le Maripopo Bispo de Michel Tutel. Mesdames et messieurs, le voici, le voilà, le dernier Maripopo Bispo de la saison 2. Et aujourd'hui, face à Francky, en live, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans la même pièce et c'est beau. On envoie des applaudissements ou quoi? On y va. Ouais, ça fait plaisir. Et nous avons présentement 2 concurrents face à Francky. Le premier, c'est Bertrand Porteur. Bertrand Porteur, on t'avait entendu dans le 2e épisode de Mauvais Travail, c'était dans les années 80. Et c'était... La rencontre d'un ours, de 2 ours. On salue, s'ils nous écoutent. Les 2 ours, oui. Et le 2e concurrent, il s'appelle Ben de Violence. Il est talentueux, il réalise et anime un excellent podcast dont on reparlera après le jeu. Voilà, on le salue, on l'aime très très fort. Salut à toi Ben de Violence. Salut à toi Michel Total. Tu vas bien? Salut à toi Frank Magic. Salut mec. Ça va et vous? C'était un plaisir de te recevoir dans le Mauvais Studio. Merci, c'est beaucoup d'honneur. Je suis très fan de votre émission. Nous sommes honorés dans tous les sens, voilà. Allons. Donc, mutuellement honorés, voilà ce que je voulais dire. On va tout de suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder là sous la table, juste en dessous là, vous avez, il y a des instruments. Francky, je vais te demander de t'approcher également. Alors, je reconnais mon buzzer. Vous allez pouvoir choisir. Voilà, ça c'est pour toi, mon petit Ben. C'est un instrument local brésilien. Et donc dedans il y a des graines, donc ça s'en vend pas, c'est pour toi. Putain, mais oui. On a un tambourin du côté de Bertrand. C'est magnifique. Et ensuite, mon petit Francky, il a une petite flûte, un petit peu comme d'habitude. Alors je rappelle que les buzzers, c'est quand je vais faire le teasing, en fait, vous allez pas intervenir, vous allez pas me couper. Vous allez juste prendre la main en premier en faisant sonner le buzzer avant que, après quand je vais raconter mon histoire. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est chaud? On est au top. On va pouvoir envoyer le jingle. C'est le Maripopo Bispo de chanteur, chanteuse, acteur, acteuse, film de Michel Tutel. Premier Maripopo Bispo, attention c'est parti. J'irais bien faire un tour de côté de la terre, exploser la Maison Blanche, mais y a Will Smith qui veut me taper. Faut pas faire chier, surtout si l'histoire se passe un 4 juillet. Alors, vous avez quelque chose? Je crois que je l'ai. Independence Dave. Oui. Bravo. Un point pour Ben de Violence. Oh,
tu notes les points. Ah, je note les points. Incroyable. Extrait numéro 2. Alors, Christian Clavier est de retour avec un énième film réalisé par Philippe Chauvron. Et comme d'hab, c'est de très bon goût, puisque cette fois, les filles du daron ramènent un ex-membre du Saiyan Super Crew, un vilain petit canard. Ah putain. Ouais, effectivement. Alors, attends. Tu peux la refaire, non? Non, tu peux pas. C'est un mec, en tout cas son nom c'est 2 syllabes répétées. Il a fait un truc, c'était représente tous les représente tous les. Je crois que j'ai pas la ref, moi. Non, oui, mais Je alors. me souviens mais- du groupe, mais non, je moi, me souviens de Visselou, mais c'est pas lui. Je me souviens de Leroy Kezia, mais c'est pas lui. Je peux vous balancer. Et les autres, je me rappelle pas des noms. Le blast du mec et puis Vas-y. Ouais, essayez. Il s'appelle Féfé. Qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu? Oui, France Magic un peu. Féfé, mais c'est pas un mec qui chante à la chaleur de l'automne, à la faveur de l'automne. À la Non, c'est faveur Tété, ça. de l'automne. Tété. C'est Tété, mais oui, putain. Je crois qu'on pourrait faire un truc avec lui. C'est parti. Troisième mari Popo Bispo. Alors dans les années 1960, Madame O'Brien reçoit un télégramme lui apprenant le décès de l'un de ses fils âgé de 19 ans. Plus tard, architecte dans une ville américaine, Jack O'Brien, son fils aîné, se rappelle son enfance par flashback et se questionne sur le monde, ce qui occasionne une longue digression où sont évoquées l'origine du monde, les dinosaures, les éruptions volcaniques, la naissance, les limbes, mais aussi la fin de l'univers. Mais surtout, ce groupe musical qui parle de France Télécom et de nature et qui s'excuse. Hier soir à base de tête à l'envers. Trio of Life. Je suis dégoûté de pas l'avoir. Je suis dégoûté d'avoir buzzé genre une demi-seconde après toi, quoi. En plus, j'ai même pas vu le film, mais j'ai soupçonné que c'était ça. Quatrième. Quatrième déjà. Attention, ouais, ça va très très vite. Trio of Life, c'est pas bien quand même ce que vous faites. Mais allez-y, allez-y. Ah ouais, non, c'est des bouchées. Hein. C'est quand même pas bien ce que vous faites. Bon. Jean Chrysostome Dolto parcourt les routes en salopette à la recherche d'un emploi comme ouvrier sur les chantiers. Embauché à Los Angeles, il fait la connaissance de Frank Papayou qui lui propose de venir loger dans son bidonville. Jean Chrysostome va y découvrir une paire de lunettes de soleil hors du commun. Cette paire de lunettes permet de voir le monde tel qu'il est et c'est pas joli à voir car elle fait apparaître la propagande de la marque de boisson Oasis, forçant subliminalement la population a acheté ses produits. Bois Oasis, obéit. Dans une scène assez troublante, le protagoniste se voit forcé par un autre protagoniste à lui faire des big bisous pour qu'il comprenne quelque chose, mais pour ça, on n'aura pas d'explication. C'est Invasion Carlos Angeles. Oui, bravo. Ah, j'avais Invasion USA dans la tête, le truc avec le... Mais putain, mais oui, mais j'y étais pas, c'est pour ça que je comprenais pas. Waouh, tu m'as. Ah ouais, C'est un de mes films préférés, donc... Ouais, ça va. C'est toi qui me l'as fait matin en plus. Ouais. Tu me l'as forcé en plus. Tu m'as mis vraiment le film devant le nez. Ah, je kiffe tellement. Invasion Los Angeles. Mais oui, c'est de Carpenter. Et là, t'as dit quoi? Invasion Carlos Angeles. Oh, non, mais c'est chaud, mais il est chaud. Il est hyper chaud là, je suis désolé. C'est pour ça qu'il faut le battre. En plus, moi j'avais Invasion USA dans la tête, donc je pouvais jamais faire le rapprochement avec Carlos, tu vois, et j'étais là, mais où je le mets, Carlos? Allez, cinquième mari Popo Bispo. Celui-là, c'est le plus tendu que j'ai. Alors là, vous voyez pas, il y a Francky, il est déjà en train de souffler dans son bidon. Ouais, il stresse, en plus on entend bien j'ai dit, qu'on va faire la graine. truc 5, il est déjà en train de souffler. Le truc à graines est prêt. Attends, vraiment, vous voyez pas, il me menace. C'est flippant. Moi, je préfère jouer sur Skype, hein, je vous le dis. Alors, c'est l'histoire d'un mec au début des années 1940, Patrick Foster T, qui meurt dans son manoir du Xanadu, vaste domaine palatial de Floride. D'ailleurs, là-bas, il y a des moustiques et ils te piquent pas, non, ils t'empalent. Le gars, en calanchant, prononce dans un dernier souffle un mot. Rosebud et laisse s'échapper de ses mains une boule à neige. Une nécrologie en forme d'actualité cinématographique raconte l'histoire de la vie de Patrick, comique extrêmement riche. La mort de Patrick fait sensation dans le monde entier et le journaliste Jerry Thompson a pour mission de découvrir le sens du mot « Rosebud ». Est-ce un lieu caché, le surnom d'une femme? Pour percer le mystère, Thompson va rencontrer tous ceux qui ont connu Patrick, amis et associés qui lui auraient tous tourné le dos à cause de vannes toxiques sur les personnes handicapées.
Ces interviews sont accompagnées à chaque fois de flashbacks gênants où l'on peut voir Patrick réciter ses textes façon mec bien constipé. Ah, je l'ai, mais c'est Oui. complètement pété. C'est pire que mes jeux de mots pétés. C'est Patrick Teen Citizen Kane. Ouah, putain la vache. Michel, tu vas loin. Patrick Team Citizen. Mon Dieu. Ah ouais, c'est. Faudra quand même qu'on trouve de nouveaux jeux parce qu'on risque d'être un peu à court, quoi. Ouais, je suis pas sûr que ça reviendra le Mary Popo Bispo parce que là. Moi je la trouve merveilleuse. Honnêtement, mais oui, je c'est la incroyable. trouve merveilleuse. Patrick Team Citizen. Ouais. Après, est-ce que ça vaut les rois ma gueule? Je sais pas. Oh, ça va, tu vas pas revenir avec ça. Ah ouais, je vais. Voilà. Allez, 6ème Mary Popo Bispo. Allez. Bertrand, Allez. Oui, il faut que je On est remonte. en train de sonner le tambourin, vas-y Guillaume. Après avoir eu les Castaner à vif, on dirait du Stéphane de Groot. Après avoir eu les Castaner à vif à cause de ses tournages avec Martin Scorsese ou avoir été le beau-père d'un certain Ben Stiller, Bob décide d'avoir recours à la chirurgie esthétique et plus précisément, il aura recours à la Michelin-plastie afin de jouer d'autres genres de rôles et aborder le rôle de ses rêves, à savoir celui d'un pneu. Et ça marche. Il est embauché par Pantin Duquieux pour un rôle de pneu meurtrier. Un film pas banal. Ouais. C'est en tout cas ce qu'il verra plus tard à Cinémag. Il ajoutera également que le tournage l'a littéralement crevé. C'est Rubber de Niro? Francky, mais t'es dans ma tête ou pas? Je l'ai eu un peu plus tard. Mais oui, mais c'est ça. C'est trop ou deux là. T'es dans ma tête. Ah, c'est vrai qu'on a une logique commune aussi qu'on a bien entraînée. Il va vraiment falloir qu'on arrête ce jeu. Alors, les 7e. Ce film est dans la grande tradition des films catastrophes américains et est sorti en 2004. Dans ce film, il fait très froid, car des dérèglements climatiques bien vénères ont lieu et on parle pas de nos canicules à 30 degrés, non. Là, il fait moins 101 degrés. Pour vous dire à quel point c'est le merdier, Los Angeles et New York sont sous les eaux et finissent gelés. En dézoomant un peu sur notre map monde pour rezoomer ensuite sur le sud de la France, on se rend compte que c'est pas mieux. D'ailleurs, en zoomant encore plus, on peut observer un daron en scooter partant à la recherche de son fils en faisant des roues arrière tout en l'appelant via un mégaphone autotuné en criant « On m'appelle l'OVNI !» Bon. Film. J'ai l'artiste. Ah bah moi j'ai maintenant. l'artiste. Mais alors le film. Jules. Jules, ok. Un film catastrophe. Le jour d'après, non? Le Jules d'après. Un demi-point. Un demi-point pour Bertrand quand même parce qu'il a non? J'étais le seul à avoir le film. C'est vrai. Mais moi je cherchais un machin, le mec d'Independence Day. Mais en fait t'as des. Ah, mais 2004. T'as des obsessions quand même, non? Oui, j'ai des T'as Roland Emmerich, t'as l'air de bien aimer quand même. C'est flippant un peu. Bon, ok, continuons. Qui n'aime pas Roland Emmerich? J'en connais. J'en connais 2-3. Alors là, c'est l'avant-dernier. Alors le prochain, c'est Tiffany Fenwick qui m'a dit ça, tu devrais pas la faire parce que c'est une Frank Magic en termes de Mary Popo Bispo. Ah. Mais je vais quand même la faire. Ça va être bien pété encore. Mais c'est elle qui l'a trouvé en tout cas. Donc, Alors lors d'un discours très remarqué à Cannes, un discours engagé, plein de sincérité, où il parle d'un cinéma destiné à réveiller les consciences, un cinéma ne servant pas qu'à remplir des salles, tout ça, blablabla, l'acteur de ce Mary Popo Bispo fait l'unanimité. Je sais pas si vous avez suivi un peu le festival. Oui, mais je l'ai. Alors qu'il aborde la guerre en Ukraine, un homme vient lui chuchoter un truc à l'oreille. On entend vaguement cette personne lui dire « Michael Bay, quel gros sou là, un astéroïde, Bruce Willis, Liv Tyler mon pote, t'es pas prêt ?» Et notre acteur français de ne pas bégayer en répondant à son interlocuteur « Ok, on y va. » Encore, faut trouver le. Il se remet face à son pupitre et s'adresse une dernière fois au public. Bon, les consciences, la guerre, tout ça, ça me casse bien les couilles. Moi, faut que j'y aille, j'ai un monde à sauver. Alors, je tente. Armagadé Vincent Lindon. Ah, tu peux enlever le Vincent. Pardon? Ah bah oui. Tu peux enlever le Vincent. Armageddon quoi. Armageddon. Ouais, vous avez tous un point. C'est lui qui l'a eu. C'est lui qui a trouvé le premier. Armageddon, voilà. Armageddon. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Non, il a un point pour. Vincent Armageddon. Non, mais c'est vrai que C'était pas évident Non, mais de c'est vrai que des fois, trouver on met le prénom et des fois on met pas le prénom. Mais on sait pas trop. Mais ouais, Tout ne peut pas être aussi parfait que Team Citizen Kane. Je pense, voilà. Bon, là c'est le dernier. Celui-là, j'ai vraiment trouvé. Je vous le dis, j'étais aux toilettes. Donc ça va être bien à chier quoi.
Alors le prochain Maripopo Obispo pourrait faire l'objet d'un épisode du podcast de Benjamin. Oui monsieur, Noël et Liam, deux frères, mais pas les deux qui jouent à chat perché sur la tour Eiffel, avaient fondé jadis un groupe de rock du nom de la fameuse boisson propagandiste dont je parlais il y a quelques minutes quand j'évoquais l'excellent Invasion Carlos Angeles. Ces deux frères ne s'entendent plus du tout et se séparent. Un jour, ils sont convoqués chez un notaire qui leur annonce que leur mère, également chanteuse, est décédée depuis 2 ans aux États-Unis. C'est le jour où ils sont convoqués qu'ils apprennent qu'ils ont un autre frère. Celle-ci leur lègue dans son testament 3 millions de dollars et à se partager, mais tout ne se passe pas comme prévu. Je suis pas sûr de vous, mais est-ce que c'est fini là? Est-ce que ce seraient les 3 frères Gallagher? Putain. J'étais sur les 3 frères Oasis et tout. Mais moi aussi, je n'ai qu'est-ce qu'il veut dire. J'étais sur les 3 frères Galafrères. Donc, compliqué. Les 3 frères Galafrères. Ben voilà. C'est fini? Bah ouais les gars. Wow. Qui c'est qui a gagné? C'est Francky là? Bravo Franck. Attends, mais tu sais bien, j'aime bien faire un effet. Ok. Nous allons recompter les points de ce Maripopo Obispo. Il me semble que j'en ai mis pas mal quand même. Bon dernier, notre ami Bertrand Porter avec 0,5. Pas 0. Pas 0. Comme voilà. Ensuite vient l'excellent Ben de Violence avec 3 points. Et le gagnant de ce Maripopo Obispo pour le dernier épisode, Franck Magic avec 6 points. Bravo moi-même. Putain, il déchire Franck Magic. Bon les gars, merci, c'était le dernier épisode, c'était super émouvant, puis en plus c'était vachement bien de vous avoir, qu'on soit tous dans la même pièce, parce que ça arrive jamais. Merci à toi Michel pour ce beau Maripopo Obispo. Donc je remercierai mon pote Bertrand, merci à toi. Merci à toi surtout. C'est le tambourrinage. Merci à toi Ben de Violence, qu'on va retrouver juste après le jingle. Merci à toi Michel Tuttle. C'est parti, là, le deuxième mauvais dossier en fait c'est un bon dossier parce qu'on va parler d'un podcast, on va interviewer l'ami Ben de Violence. On envoie le jingle. Il est invité, il est dans Mauvais Travail, c'est l'invité de Mauvais Travail. Et nous voici dans un exercice différent dans Mauvais Travail, une petite interview de podcasteur. Alors soyez indulgents, c'est la première fois qu'on se colle à ça. Le but, c'est de poser quelques questions et faire un petit peu connaissance avec Benjamin, l'homme derrière Graines de Violence, un podcast musical où il raconte les périples artistiques d'icônes de la musique moderne, de monstres au talent hors norme et rarement épargnés par la folie, c'est lui qui le dit. Dans l'émission, vous pourrez croiser Ala Bashung, David Bowie, Phil Spector, Neil Young, les Beach Boys, The Pogues et bien d'autres. Alors on ne va faire que survoler l'œuvre de Benjamin, mais n'hésitez pas à aller jeter une oreille à Graines de Violence. Alors pour commencer, je vais te poser une première question, une question que je me suis dit... Ah, tu me fais déjà nom de la tête en me disant que faut pas que je la pose. Donc je la pose pas. Passons à la deuxième. Excuse-moi, j'essaie de pas être intimidant mais j'y arrive pas, je suis désolé. Ok, alors j'ai une question qui peut être un peu agaçante mais que je pense nécessaire. Pourquoi Graines de Violence s'appelle Graines de Violence? Pourquoi? Ah, pourquoi Graines de Violence? Je suis désolé, c'est une question nulle mais moi je me suis vraiment posé la question. Non, c'est une très bonne question. Moi aussi. Une très bonne question. Il n'y a pas de mauvaise question. Graines de Violence. Graines de Violence, ça provient d'un film. Ça provient d'un film de Richard Brooke qui a été réalisé dans les années 50. Avec Sidney Poitier et d'autres gens. C'est un des premiers rôles de Sidney Poitier dans le rôle d'un élève difficile parce que c'est un petit peu la version préhistorique de Esprit Rebelle, des films de lycée difficiles. Et en fait, Graines de Violence qui s'appelle Blackboard Jungle en anglais, enfin en version originale, et donc le premier film qui a mis du rock'n'roll en fait dans sa BO. Ah ok, d'accord, donc c'est ça le lien. Voilà, c'est c'est dans ce film qu'on a entendu Rock'n'Roll, putain je vais pas même. Rock'n'Roll à Ibiza, qui est un super titre. Rock Around the Clock de Billie Holiday, donc. Voilà. Et donc c'est le premier film à avoir mis du rock'n'roll dans sa BO. Et en plus c'est un très bon titre. Donc je me suis dit pas mal. Exactement. Ah d'accord, ok. Bah moi je connaissais pas du tout le film, mais voilà, ça nous éclaircit bien sur le lien avec le podcast. Le film n'est pas incroyable. Pour je connaissais pas non plus. Perso, jamais entendu. Bertrand, tu connais le film? Pas du tout, non. Bertrand est toujours là.
Et on remercie Bertrand. Merci, qui est Bertrand. dans le public, et d'ailleurs tu peux me faire des applaudissements pour... Toujours Merci, plaisir. Bertrand. Bah oui. Alors, Bertrand, toujours présent. Deuxième question. Comment est venue l'idée de l'émission? Est-ce que tu avais déjà fait des podcasts, de la radio, ou est-ce que tu avais écrit avant cela Alors, podcast radio, j'en avais jamais fait. En fait, à la base, j'écrivais beaucoup d'articles, critiques ciné, critiques musique, pour des sites divers et variés. Et puis un jour, j'ai... C'est quoi un site divers et variés? C'est un site de... Ah, vous voulez savoir? Franchement, allez, j'ai envie de balancer un truc. Balance, allez. J'ai écrit des critiques ciné pour ozap.com à une époque. Ozap, alors, ceux qui connaissent pas s'en foutent, puis ceux qui connaissent vont faire le con, voilà. Le con. Mais ça me dit un truc, quoi. Oui, c'est ce qui s'est devenu un espèce de site média à la con. Ozap, ouais, ça me parle, ouais. Tu veux dire que t'as regretté ton travail pour ce site-là? Bah, dans le sens où j'ai jamais été payé, déjà, oui. Ouais. Là, tu regrettes. En gros, d'une certaine manière, t'as fait du mauvais travail, quoi. Mais en plus, j'ai probablement fait du très mauvais travail. Le pire, c'est pas de faire du mauvais travail, c'est de faire du mauvais travail gratuit. Exact. Oui, là vraiment, et en l'occurrence c'était vraiment du mauvais travail gratuit parce que je n'ai pas je ne suis en rien un critique ciné et pourtant j'en ai pondu quelques-unes. T'es pas le dernier à chier sur les films, hein, quand même. Oui, bah d'une part, mais enfin non mais je suis tout à fait conscient que la critique cinématographique est un exercice, est un métier. Et vu que je vous parle de cette expérience qui doit maintenant avoir à peu près 10 ans, j'ai pas très envie de revoir ce que j'ai écrit à cette époque-là pour ce site. Voilà. C'est-à-dire que t'as le même syndrome que nous avec le premier épisode de Mauvais Travail, en fait. Ouais. Ah, peut-être pire encore, parce que le premier épisode de Mauvais Travail, il existe, que moi, mes articles sur Ozap, ils n'existent plus. En fait, c'est ça, si on pouvait le remplacer par un autre, mais du coup, on peut pas revoir la numérotation des épisodes. C'est-à-dire, si on l'enlève, les gens vont dire, mais il est où l'épisode 1? Non, mais laissez-le, il faut assumer. J'aime bien, je dis ça alors que j'ai effacé absolument toutes mes émissions. Surtout, t'as pas écouté notre premier épisode. Ceci dit... C'est le mec... Attends, ça faut le dire aussi, c'est que ce mec... moi, j'ai beaucoup de respect pour Benjamin, déjà pour ça. C'est que le mec, en fait, son podcast, il a à peu près... T'as à peu près 10 ans, ton podcast, en fait. Il est né en... avec... Justement, j'allais y arriver. J'écrivais pour une web radio qui s'appelle Piaf, avec 2 i, qui existe encore aujourd'hui. Voilà, ouais, PIAF. Okay. Et en fait, je faisais des articles pour le site, et à un moment donné, le mec m'a dit, mais tu veux pas faire des podcasts? Et c'est comme ça que je m'y suis mis, en fait. Et effectivement, là, on parle de 2014. Ok. Voilà, donc effectivement, c'est un peu vieux. Pas 10 ans quand même, faut pas déconner, mais... pas si... Alors, on a tous un épisode un peu plus hard à pondre que les autres, et toi, ton épisode le plus difficile à écrire ou à produire, c'était lequel? Et quand je dis le plus dur, c'est ça peut être émotionnellement, ça peut être parce que voilà, c'est des sujets, un artiste qui t'a vraiment touché, ou techniquement et tout ça. Pourquoi? Alors, il y en a plusieurs qui ont été compliqués, parce qu'effectivement, faut voir déjà que je parle. Graines de violence, le principe de Graines de violence, c'est quand même de parler de parcours douloureux, hein, de parcours de gars qui avaient pas toujours toute leur tête, ou qui avaient un passé compliqué, enfin voilà, j'essaye de parler de leur œuvre en contextualisant l'existence et dans quel contexte ils vivent. Ils ont créé, ouais. Voilà. Donc des fois, il y a des trucs qui sont assez durs. Dernièrement, j'en ai fait un sur Johnny Thunders, qui a été assez compliqué dans le sens où Johnny Thunders est un mec qui s'est quand même largement détruit et dont on se rappelle plus comme un vague junkie que comme un mec qui a fait de la musique, quoi. Donc lui, en l'occurrence, son histoire est très triste, mais c'est pas cet épisode-là qui a été le plus compliqué. Je pense j'ai deux épisodes, je pense qui m'ont demandé vraiment du travail et de la nuance et de la délicatesse dans l'écriture et tout. C'est ceux de Howlin' Wolf. Quand tu dis de la délicatesse, c'est quoi? Tu t'es dit, oh attention, faut que je... Oui, j'appuyais très légèrement sur les touches comme ça, avec les touches de ton clavier étaient un peu... Le petit côté aérien qui me caractérise aussi. Ok. Ça s'entend très bien en podcast en plus. Ça. C'est important. Et l'épisode sur Howlin' Wolf et l'épisode sur Sinead O'Connor ont été plus compliqués que les autres. J'imagine bien. Dans le sens où, d'une part, ça fait partie, c'est peut-être les deux seuls artistes
que je ne connaissais pas avant de me mettre à écrire Avant de te mettre dessus. dans l'écriture. Voilà. Ah ok, d'accord. C'est c'est quoi qui fait que t'es allé vers ces artistes-là en fait? Le cheminement de base, c'est que faut quand même reconnaître à un moment donné que je parle quand même beaucoup dans mon podcast de vieux blancs, hein, de vieux hommes blancs. Et à un moment donné, je me suis un petit peu fait mon autocritique en disant ce serait bien un petit peu que ça varie. Voilà. Et d'ailleurs, je tiens à prévenir que dans l'avenir, mes prochains épisodes des Graines de Violence, j'ai l'intention de continuer à un petit peu varier les sujets. J'en avais marre d'écrire sur des hommes qui avaient 80 balais et qui étaient quasiment morts ou qui l'étaient déjà. Et donc je me suis dit ce serait bien un petit peu que tu varies que tu varies sur les sujets et tout et du coup, en fait, Howlin' Wolf et Sinead O'Connor, l'un comme l'autre, ont été des sujets que j'ai découverts en fait et qui m'ont un peu ébloui en fait en lisant sur eux et tout et en me disant mais en fait il faut absolument raconter. Enfin, j'ai vraiment envie de raconter ces histoires-là et ça a été des émissions un petit peu défi parce que le blues de Howlin' Wolf, en plus c'est vraiment un putain d'univers, hein. C'est un truc, encore maintenant, même si j'ai fait une émission là-dedans, je me considère. T'étais noyé encore. Ah ouais, je me considère complètement, novice. Novice, exactement. Je cherchais le mot, merci. Excellent album de Alain Machou. Je me considère totalement novice sur le sujet. Il a fallu que je lise beaucoup et vraiment, c'était à la fois le plus, c'est ce genre d'épisode qui est à la fois le plus difficile, le plus passionnant à faire et dont t'es le plus fier au final, hein, et aussi. Et Sinead O'Connor est quelqu'un, et ça a été très compliqué aussi. Howlin' Wolf, les sources, il y en avait beaucoup, mais beaucoup étaient légendaires. C'est-à-dire, c'est peut-être qu'il s'est passé ça, voilà. Le blues, mais en même temps, c'est ça la richesse du blues aussi, c'est que la légende participe vraiment. Ouais, c'est légende urbaine. Exactement. Et c'est ça ça te fait tout un contexte, tout un côté surréel et tout qui est très sympa à raconter. Voilà. Il aurait fait si, on sait pas. Rien que le fameux Robert Johnson qui aurait rencontré le diable et c'est comme ça qu'il aurait appris la guitare et le chant. Enfin, c'est normal. C'est très chouette à raconter ce genre. Non mais tout ça c'est normal quoi. Ça c'est l'histoire du rock, les gars. Laisse tomber. C'est l'histoire du rock quoi. Moi je suis content de trouver des mecs comme ça. Toi des mecs de ta génération sur internet qui s'intéressent à ces mecs là quoi. Qui a rencontré le diable et qui lui a offert une guitare. Franchement t'es un héros pour moi mec. Excuse-moi de t'avoir coupé, je te laisse continuer, pardon. Putain, on savait pas que Philippe viendrait toquer à la porte, ça fait plaisir. Et là, il y a Graines de Violence, il est intimidé. Quand il y a besoin de moi, je suis là. C'est tout. Je sais pas je préviens jamais, je toque pas à la porte, quoi. Je sais pas si je dois être flatté. Tu vas fermer ta gueule maintenant. Ça roule, Michel, ça roule. J'ai un rapport très particulier avec Philippe Manœuvre. Et Sinead O'Connor, elle, au contraire, il y a très peu de sources, en fait. Sinead O'Connor. Il y a cette fameuse vidéo, en fait, ce que j'ai compris, c'est, toi, t'as vu cette fameuse vidéo où elle se fait complètement huer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, effectivement, vous êtes bien renseigné, dis donc, Michel Tuttle. C'est effectivement en fait, je me suis à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que tu fasses des émissions sur des femmes, ça suffit, j'avais fait que Nico jusque-là. Et en tout cas, je me suis dit, il faut que je raconte un parcours, puis en plus qu'il fasse écho et tout. Et celui de Sinead O'Connor, en fait, dès que tu jettes les yeux dessus, dès que tu vois comment elle a été défoncée médiatiquement pour avoir dénoncé les viols réguliers dans l'église catholique, etc. À l'époque, elle a été défoncée, elle s'est fait huer, elle s'est fait massacrer par tous les artistes pop, MTV de l'époque et tout le monde lui ah ouais. Vraiment on a profité. C'était vraiment pour MTV Pop. P-O-P-E. Ok. Oula, les bonnes. Voilà, allez, salut. Je l'ai. Putain, je l'ai pas. Si, le pop, le pape. Le filtre anti-pop? Non, le pape. Elle avait peut-être un filtre anti-pop aussi. Le pop. Le pop. Ah, putain de merde. Oh la vache, mais elle est tellement drôle. Merci Michel. Merci Bertrand. Bertrand. L'émission sur Sinead O'Connor a été assez compliquée parce que du coup, vu qu'elle a été victime d'un shitstorm. Ouais, elle a été victime d'une tempête de caca. On disait pas ça à l'époque.
Mais vu qu'elle a été victime d'une shitstorm énorme, et il y a très peu de sources sur elle en fait. Il y a des articles à droite à gauche, mais les bouquins qui ont été faits sur elle, moi c'est simple, à l'époque où j'ai fait l'émission, j'en ai trouvé 2 et ils s'arrêtaient en 91 quoi. Donc ça retraçait même pas le tiers de sa carrière. Donc ça a été une émission assez compliquée. Puis en plus, l'histoire de Sinéad O'Connor est particulièrement douloureuse et émouvante. Et j'avais envie de la retranscrire correctement, quoi. Donc, puis en plus, ce que j'ai compris, c'est que tu revenais en plus sur. Je crois, ça c'était une des émissions que t'avais écrite avant en fait, où t'es revenu dessus et tout, parce que t'as eu des rebondissements en fait sur sa vie. Ouais, oui, non, mais c'est ça aussi. Le truc, c'est qu'au moment où je m'étais décidé à écrire sur Sinéad O'Connor, elle était dans une espèce de crise identitaire où déjà elle ne s'appelait plus Sinéad O'Connor. Oui, déjà il y avait ça, il y avait cette histoire de nom que tu t'évoques aussi. Ouais. Voilà, elle avait décidé de s'appeler Magda David. Et après elle a rechangé de nom et je sais plus le nom après. C'est un peu comme Prince avec Love Symbol et tout là. Oui, c'est marrant que tu parles de Prince en plus, mais oui, effectivement. Non mais sauf que lui c'était le truc de Love Symbol, c'était vraiment un délire mégalo d'artiste que elle, c'était vraiment une espèce de crise identitaire. Une protection quoi. Ouais, enfin c'est quelqu'un qui a subi des trucs affreux dans son enfance et tout. C'est quelqu'un qui est d'ailleurs atteinte d'un syndrome de dépression post-traumatique et qui du coup est quelqu'un de compliqué, mais de passionnant et de très émouvant. Et c'est vraiment une artiste que j'ai appris à connaître et à respecter en même temps que je faisais l'émission. Du coup, t'as appris à connaître en faisant l'émission, ou tu connaissais avant? Je connaissais un peu avant, mais pas plus que ça. Mais je connaissais, c'est-à-dire que je me suis intéressé à Sinéad O'Connor parce que je connaissais la persona légendaire. Je me rappelais en fait dans un rock and folk, parlons de Philippe Manœuvre, tiens. Allez, dans Philippe, un vieux on va rappeler Philippe. Dans un vieux rock and folk. Les conneries que t'as dit l'autre Je fois. fais ton procès là, bâtard. Bah écoute, je sais pas, parce que moi j'étais rédac chef, mais je suis pas sûr que c'est moi qui ai écrit l'article, donc désolé pour ce qui a été publié en mon nom, mais c'était pas moi qui ai signé. En tout cas, quoi. Il a été publié sous Manœuvre. Okay. C'était genre le top 50 des pires pétages de plomb de Sinéad O'Connor. Ah non, mais attends, je pas de Sinéad O'Connor, des pires pétages de plomb des rockstars, excusez-moi. À l'époque, j'étais encore très addict au Jack Daniels, donc je suis pas responsable de ça. Je me retire et je vous laisse entre vous. C'est le Jack Daniels. Salut, je rentre chez moi parce que là, il est moins de minuit et je dois rentrer chez moi avant minuit, sinon mon bracelet explose. Dans ce top 50 des pires pétages de plomb de rockstar, il y avait à un moment donné le pétage de plomb de Sinéad O'Connor au Saturday Night Live, qui a déchiré la photo du pape, et ça c'était considéré comme un pétage de plomb. Et moi, à ce moment-là, je lis l'article, je fais dis donc, elle est difficile, elle pète les plombs comme ça. Et en fait, il parlait même pas du contexte. Il disait dans cet article-là, il disait même pas qu'elle parlait des agressions sexuelles de l'Église catholique, etc. Voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai appris son existence déjà. Et en fait, j'étais faussé dès le départ, vu que je me disais, je suis juste une meuf qui pète les plombs, alors que pas du tout. C'est si tu devais abandonner une dizaine de tes enfants et en garder qu'un seul, ce serait lequel? Ton épisode préféré que tu kifferais écouter Mon épisode préféré, je pense que je viens d'en parler, je pense que c'est le Sinéad O'Connor. Ok. C'est simple à répondre. Par exemple, moi, il y a une anecdote qui m'a vraiment touché, c'est à un moment, il y a Tony Visconti en fait, qui arrive dans le studio d'enregistrement de David Bowie, il lui dit directement, tire sur mon doigt. Ouais, Michel. Ouais, mais alors si tu spoil mes meilleurs épisodes, à un moment donné, on peut pas s'entendre. C'était quand même important. Michel, t'es con. Bon voilà, je crois qu'on en a terminé donc avec les questions. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire, mais allez écouter ce podcast Graines de Violence, il est vraiment excellent. Mais avant de terminer sur Graines de Violence, eh bien nous on a une petite tradition. On aime bien offrir un cadeau à nos invités. Et là, mon gars, on t'a préparé un petit cadeau juste parce que c'est toi. Et ce petit cadeau, tu vas le trouver en baissant ton bras juste en dessous, sous la table. Tu vois un petit papier craft et là, tu trouves ce petit cadeau qu'on t'a préparé pour toi. Alors c'est un petit... c'est un petit triangle. En papier craft. Oui, voilà, c'est un triangle en papier craft. Très modeste, hein. Beaucoup moins modeste que ce qu'il y a à l'intérieur, évidemment. Scotché avec des petits morceaux de scotch. Et c'est un énorme pochon de weed. Mais oui, bravo la drogue. Alors, ce sont des graines d'épinards.
J'arrive pas à lire, là, le truc, il est niqué. Monstrueux de virolet. Voilà, épinards monstrueux de virolet. Ce sont des graines d'épinards monstrueux de virolet. Tu ne sais pas encore tout. En fait, on va te montrer une vidéo qu'on a tournée pas plus tard qu'hier et dans laquelle nous avons conditionné ces graines pour qu'elles soient vraiment, vraiment pertinentes pour te les offrir. Donc cette vidéo, on te la montre à l'instant, tu pourras après la résumer après pour nos auditeurs, tu vois, tu pourras dire ce que t'as vu. Voilà, on te montre la vidéo, on va faire une coupure dans l'émission après. Hein, donc les auditeurs, vous savez que on va les montrer cette vidéo qui dure même pas une minute et il va vous raconter ce qu'il a vu. Et 29 secondes plus tard... Ce sont de véritables graines de violence que tu viens de voir. Oui. En fait. oui, il me fallait la vidéo pour le comprendre au moins. Tu vois maintenant qu'est-ce qu'elles ont vécu avant d'arriver jusqu'à toi. Écoute, ce sont de vraies graines de violence. Oui, faut savoir que Frank Magic et Michel Tuttle viennent de me montrer des images d'une violence incroyable. Ils m'ont même pas prévenu avant, ils m'ont pas fait un trigger warning ou quoi. Non, ils m'ont juste balancé le truc sous les yeux. Bon bah voilà, très clairement, ce sont des graines de violence. Et voilà. Et nos auditeurs, en fait, quand on passera de l'épisode, en fait, on aura un peu teasé cet épisode. On aura déjà montré cette vidéo en leur disant qui serait notre prochain invité. Devinez, et on mettra cette vidéo-là. Donc du coup, t'avais des questions à nous poser apparemment. Oui, alors... il a sorti un petit calepin. J'ai des questions pour nous. Salut, c'est Michel Monteur, je coupe la séquence parce que Ben nous a posé pas mal de questions mais la séquence aurait été beaucoup trop longue. Alors on vous propose de retrouver cette séquence dans un futur épisode de Mauvais Journal. Allez, petite ellipse à la fin de ces questions et on prend congé de Graines de Violence, le podcast à retrouver sur toutes les plateformes. Bah merci mon pote, et du coup on va enchaîner tout de suite avec le rêve de... Francky. Le rêve de Francky. C'est un rêve qui commence par un réveil. Ta gueule. Je me redresse. Je me suis cogné contre un tuyau. Te v'là bien réveillé. Je suis dans un atelier, plein d'armatures et de tissus, couché en boule sur une paillasse. Et voilà un type façon début 20e en habit du dimanche, avec chapeau de circonstance et moustache bien fournie. Allez, lève-toi mon stagiaire. C'est aujourd'hui peut-être que Francky va prendre son envol. Direction la grande falaise de Ploie. Je connais ça, c'est en Bretagne. L'instant d'après, je suis sur la route à bord d'une locomobile modèle 48 Gunboat Speedster, une voiture routière des années 10. Mais on est en quelle année? Mais t'es toujours pas réveillé, toi? Tu t'es pris un sacré coup sur la tête. On est en 1911. Mon rêve comporte un anachronisme. La locomobile modèle 48 Gunboat Speedster est un modèle de 1917. Mais vous êtes qui? Oh mais t'es complètement atteint, toi. Je suis Frank Schreichelt, l'inventeur. Et tu es mon stagiaire depuis 1 an déjà. Ok, je suis donc en stage longue durée chez Franz Reichelt, l'homme qui voulut voler depuis la Tour Eiffel, quelques mois avant qu'il fasse le grand saut vers la mort. Il arrête la voiture. Nous voilà aux falaises de Ploie. Enfile ton nouvel équipement, c'est parti. L'instant d'après, je suis au bord de la falaise, vêtu d'un truc qui ressemble à un mix entre le costume de Batman version Adam West et une combinaison d'apiculteur. En bas, une mer déchaînée. Derrière moi, Franz déborde d'enthousiasme. 104 mètres 104 mètres. Assez pour prendre le contact de l'air et planer au-dessus de la mer. Attendez Franz, hors de question que je saute dans le vide. Francky, tu n'as pas le choix, c'est marqué là. Il me brandit un document avec ma signature dessus. Il s'agit de notre convention de stage où il est précisé « L'engagement de Monsieur Magic Frank prendra fin le jour de l'obtention du brevet par Monsieur Reichelt Franz pour sa formidable machine à voler. » En d'autres termes, je suis le cobaye de Franz pour tester son invention vouée à l'échec. Mais j'ai à peine le temps de réaliser ma situation. Allez, c'est parti. Envole-toi, petit oiseau, et tends bien les bras. Qu'il me pousse dans le vide. Franz, ça marche toujours pas. Francky. Réveille-toi, Francky. T'as pas bien tendu les bras.
Au lieu de ça, t'as mouliné dans le vide. Résultat, t'as tout déchiré de ton équipement. Va falloir que je le répare. Et puis, je vais l'améliorer un petit peu, avec des petites plumettes. Laisse-toi, Francky. On rentre à l'atelier. Je dois dire que je m'attendais à être plus amoché. Et en fait, à part le choc qui a été très violent, ça va. Nous revoilà à l'atelier. Pendant que Franz dessine à son bureau, je m'affale sur ma paillasse, fatigué de toutes ces émotions. Et je sens un truc dur sous mon oreiller. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit carnet rempli d'une écriture manuscrite que je reconnais bien. C'est la mienne. Journal d'un stagiaire par Frank Magic. 30 octobre 1910. C'est aujourd'hui que je commence un stage à la hauteur de mes ambitions. Un stage qui me permettra d'atteindre enfin la classe d'êtres humains que j'aspire à atteindre. Celle des inventeurs, celle des novateurs, celle des créateurs. Je suis impatient d'aider M. Reichelt dans son projet de conquête des voies aériennes. Ok, voyons plus loin. 7 janvier 1911. Je commence à avoir des doutes. Hier, nous avons effectué le 6e test d'envol depuis le haut de Notre-Dame, 69 mètres. Et comme les fois précédentes, je me suis fracassé par terre. Ah ouais, c'est que le début. On va aller voir la fin. 1er octobre 1911. J'ai toujours encouragé l'obstination. Et je continuerai à le faire. Mais dans le cas de M. Reichelt, je pense que cela a ses limites, surtout quand c'est à moi d'en faire les frais. Je regrette amèrement d'avoir signé cette convention de stage, et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais pourquoi est-ce que je survis à toutes ces chutes ? Je constate qu'avec Franz, on enchaîne les échecs, au détriment de ma santé physique et mentale. Plus mentale que physique d'ailleurs, puisque je vois que mon corps s'en sort plutôt bien. Dans cette histoire, j'ai la résistance d'un toon. Je suis un peu comme le coyote, qui survit encore et toujours à ses propres pièges. Sauf que là, je survis à l'incompétence de Franz. Et si mon corps n'est pas impacté, mon esprit, par contre, se fragilise à chaque nouvelle chute. À ce stade de mon rêve, j'ai une lecture assez précise de la mémoire du Francky stagiaire que j'incarne. Je peux me souvenir du choc sidérant de chaque chute et de l'angoisse qu'il a pu ressentir à l'approche de chaque nouvelle tentative de son maître de stage. Au fond du seau, dépité par sa condition de stagiaire chez Franz Reichelt, Frank Magic s'éclipse de l'atelier pour aller boire des coups et noyer sa peine dans l'alcool. Mais oh, qui se permet de pirater la narration de mon rêve ? Du calme, c'est moi, Ben Chocance. Tu es sur mon podcast, Bulle de maltraitance. Je vais raconter ta triste et courte trajectoire de chanteur dans le Paris de 1911. Allez, raconte. C'est dans un vieux rad du quartier de la Gare, le Gosier Enchanté, que Franck rencontre Henri Zglandskiki, dit le Gonflé, accordéoniste, et Joseph Jalopin, dit Gigi les Gros Doigts, guitariste. Le premier est stagiaire à la morgue de l'hôpital de la Salpêtrière, le second fut également stagiaire, mais nul ne sait dans quel domaine. Il refuse d'en parler. Et lorsqu'il entend le mot stage, c'est toujours la même rengaine qui sort de sa bouche. Plus jamais ça. Tous trois s'entendent à merveille, et à la fin de cette soirée arrosée, notamment au rhum arrangé au lardon, ils décident de fonder leur propre groupe, Francky et les Cafards de Paname. C'est grâce à ce projet que Frank va pouvoir exprimer son mal-être de stagiaire, avec l'espoir de fédérer d'autres stagiaires sensibles à son message. Frank rentre à la maison, il regagne sa paillasse. Mais il est saoul comme un Gérard, il se cogne au tuyau. Quelques secondes plus tard, ce cher Franz Reichelt descend et fouette le pauvre Frank Magic, qui heureusement ne ressent pas la douleur grâce à l'alcool ingurgité avec ses nouveaux compagnons de création. Malheureusement, les bonnes cuites ont une mauvaise fin, et au petit matin il se sent mal, il est très déprimé. Serrant son journal de stagiaire comme un doudou pour se réconforter, il décide d'écrire une chanson, ça lui permettra d'oublier ses douleurs. C'est là que naît le tout premier titre de Francky et les Cafards de Paname, La misère du stagiaire. Malheureusement, il n'existe aucun enregistrement ni aucune partition, juste des paroles gribouillées sommairement sur un calepin. Voici le premier couplet. Tous les jours dans la peur, sous les coups de ton tuteur, sur ton dos il fait son beurre, tous les jours un dur labeur. Et voici le refrain. Elle est pas si belle, la misère, surtout la misère du stagiaire. Elle est pas si belle, la misère, surtout la misère du stagiaire.
La formation se produit pour la première fois sur la scène ouverte de la Piquette à gogo, où Frankie chante cette fameuse chanson qui conquiert le cœur du public. Les trois compères se sentent pousser des ailes. C'est pour eux le moment d'écrire et de composer, de créer un répertoire qui éveillera les consciences à la lutte pour la dignité des stagiaires. Problème, Frank est accaparé par son stage chez Franz, qui projette un nouveau test et probablement un nouveau traumatisme pour Frank, qui sent bien que sa résilience a des limites. Il faudrait vraiment que l'invention de Rachel fonctionne. Il serait libéré de sa convention de stage qui maintient l'emprise de Franz sur sa vie, sur ses ambitions. Ou alors, il faudrait au moins que l'inventeur pense que son dispositif fonctionne. Frank élabore un plan avec ses deux acolytes qu'il charge d'installer un fil transparent entre le haut de la falaise de Ploua et le mât d'un bateau de pêche amarré sur le petit port. Le jour du nouveau test, il déclare à son maître de stage: Franz, cette fois, je sens que c'est la bonne. J'ai un petit feeling qui grandit en moi, et vous savez quoi ? Quand on a la confiance, il faut l'entretenir, il faut même la grandir. Eh ben alors quoi ? Eh ben alors, on va s'envoyer quelques verres, histoire de bien se mettre en confiance. Bah pourquoi pas ? Si ça peut t'aider à t'alléger, tu seras moins lourdeau. Accoudés au capot de la locomobile modèle 48 Gunboat Speedster de France, les deux hommes, pleins d'entrain, se vident une bouteille de rhum arrangée à la choucroute garnie. Puis ils montent en haut de la falaise. Rachelt est trop embrouillé par l'alcool pour prêter attention au poteau de 2 mètres qui est planté là. Frank, lui, repère le fil transparent qui part du sommet du poteau jusqu'au port au loin. Il crée une diversion à base de « Eh, mais c'est pas Samuel Etienne !» et se suspend au fil avec une corde, transparente elle aussi, prêt à faire un vol en tyrolienne. Rachelt se retourne et il assiste enfin à l'aboutissement de son acharnement. Sous ses yeux, son stagiaire décolle et fait un vol plané en ligne droite, détail qui échappe à Rachelt car sa vue tangue. Frank Magic s'éloigne vers le port et se perd dans la brume. Franz Rachelt, convaincu, décide de montrer son invention en public en effectuant lui-même le vol. On pouvait s'y attendre, il n'est pas question que le premier vol par Frank Magic entre dans l'histoire, ce serait trop d'honneur pour un stagiaire et pas assez pour l'inventeur qui se doit de faire sa démonstration lui-même afin que le Guinness puisse honorer son nom. Il assassine donc Frank Magic méthodiquement en empoisonnant ses croquettes. Oui, dans ce rêve, le destin de stagiaire, c'est vraiment une vie de chien. Nous arrivons au 4 février 1912, au premier étage de la Tour Eiffel, où Franz Rachelt fait le beau devant la caméra. Future star de YouTube, oui, mais la chute est fatale, il meurt sur le coup. Il ne le saura pas, mais cette chute est une ultime tâche sur la vie de Frank Magic. En effet, au pied de la Tour Eiffel, les cafards de Paname jouent un dernier hommage à Frankie et son engagement pour la condition des stagiaires. Joseph Jalopin, bien que percussionniste, est au chant. Juste avant l'impact de Franz qui le fera cesser de chanter à jamais, Joseph interprète une chanson qu'il a lui-même écrite. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Maudit stagiaire! Le rêve de Frankie. Merci pour ce rêve, mon Frankie, et voilà, on l'a fait, nous avons été d'une régularité impeccable, une saison de 10 épisodes, big up à nous-mêmes. Alors je remercie évidemment les petits mauvais pour leur assiduité, et je vous invite à partager nos podcasts. Je vous donne rendez-vous pour une 3e saison avec toujours plus de Plutax, d'histoires incroyables, mais vraies, de productions mauvais studio, de rêves de Frankie et de jeux sans queue ni tête. Comme toi. Et ouais.
Eh bien comme tu fais le malin, je te laisse le soin de conclure cette saison et cette émission, mon Franck Zer. Ce fut pour moi un plaisir de faire cette deuxième saison avec toi, mon Michel. Les petits mauvais, sachez qu'on a déjà des sujets en stock pour la 3e saison. J'ai hâte d'attaquer ça, même si, j'avoue, ça va faire du bien de profiter du mauvais congé d'été. Oui. On vous retrouve à la rentrée pour l'épisode 20. Bisous les petits mauvais. Vous allez avoir 2 mois sans nouveaux épisodes de Mauvais Travail, mais vous pouvez nous réécouter ou aller sur Mixcloud où vous trouverez les 42 épisodes de Mauvais Journal, notre podcast quotidien du premier confinement. Je vous souhaite bon courage pour cet été et des câlins par la suite. Allez. Ciao, wow. Salut les petits mauvais. Bisous les petits mauvais. Mauvais Studio.